chers collègues, nous entamons la dernière semaine d'audition de notre commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de Monsieur Nicolas Liabeuf, président d'Unilever France, et Madame Amélie Soriano-Johnston, directrice financière. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur le Président, Madame la Directrice, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre bien évidemment vos fonctions chez Unilever. Y a-t-il d'autres... Êtes-vous membre d'autres conseils d'administration, d'entreprise ou... Merci. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et en allumant vos micros, s'il vous plaît. Je jure de dire rien que la vérité. Je le jure, c'est suffisant. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque les aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Après une présentation succincte de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard sur les aides publiques aux entreprises. Quelques questions pour guider vos propos. Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? En particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée, celles dont l'efficacité est douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité des aides? Et enfin, quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le Président, Madame la Directrice, je vous cède la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous remercie de votre invitation, car nous souhaitons évidemment contribuer à vos travaux. Alors, avant de répondre aux questions que vous nous avez indiquées, je voulais vous donner un petit peu un aperçu de notre groupe et de son ancrage en France. Le groupe Unilever dans le monde, c'est un groupe anglo-néerlandais à son origine, qui a la particularité d'avoir une activité entretien de la maison, hygiène, beauté et aussi une partie alimentaire. En général, les groupes de grande consommation sont plutôt soit spécialistes de l'alimentaire, soit spécialistes, comme on dit, du non-alimentaire. Et nous avons cette particularité. C'est un groupe donc anglo- et néerlandais qui opère dans 190 pays dans le monde, donc à peu près la totalité des pays, et en très grande majorité par des filiales implantées, assez peu de pays par des distributeurs externalisés. Nos produits sont utilisés tous les jours dans le monde par 3,4 milliards de consommateurs.
Donc nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de ça, vous pouvez vous en douter. Et on emploie dans le monde plus de 122 000 employés en direct, plus bien sûr auxquels il faudrait rajouter les sous-traitants auxquels vous faisiez référence. Le groupe a un chiffre d'affaires, d'où notre présence de plus de 60 milliards dans le monde. En ce qui concerne Unilever en France, c'est pas récent, puisque ça remonte à plus de 100 ans. Et si on regarde d'opérations en France, et en fait, si on regarde dans notre portefeuille de marques, notamment la marque Maille, qui remonte à très très longtemps. Donc on pourrait se dire que les opérations liées aux marques d'Unilever en France remontent à plusieurs siècles. Unilever en France, c'est 1541 employés à date. Un réseau de 3 usines, dont une usine près de Compiègne, Le Meux, qui produit des produits de soins dentaires, dentifrice principalement. Une usine près de Dijon, à Chevigny, qui produit les produits Amora et Maille. Et puis une usine en Haute-Marne, à Saint-Dizier, Cogesalmico, qui produit nos glaces. Les crèmes glacées, exactement. Et on produit un peu plus de la moitié de ce qu'on vend en France est produit sur le territoire, puisque notre organisation industrielle est multi-pays. Par exemple, l'usine de Compiègne produit les dentifrices pour l'Europe. Les crèmes glacées sont plutôt franco-françaises, avec aussi des exportations. Et Amora, bien sûr, produit principalement pour la France, mais si vous voyagez, vous retrouverez notamment la marque Maille dans pas mal de pays dans le monde, et tout vient de Chevigny. Nous avons donc un portefeuille de marques dans l'alimentaire, dans le non-alimentaire, des marques assez fortes, puisqu'en général leader ou numéro 2 sur leur marché. Et on est aujourd'hui présent, et vous trouverez un produit Unilever dans à peu près 98% des foyers sur une moyenne annuelle en France. Nos usines sont largement investies, puisqu'on a investi sur les 4-5 dernières années à peu près 60 millions sur l'ensemble des 3 sites. Des investissements qui vont principalement dans les augmentations de capacité de production. Donc on développe nos usines, et puis dans des initiatives de décarbonation. On a eu aussi pas mal d'initiatives de traitement des eaux, puisque aujourd'hui toutes nos usines travaillent en circuit fermé pour la partie retraitement des eaux. Sur l'année 2025, on annonce notamment au cours du sommet Choose France, on va annoncer 30 millions d'investissements supplémentaires dans nos 3 usines pour l'année 2025. Donc vous voyez que c'est une dynamique qui perdure. Unilever France, c'est bien sûr une société importante, 4e société de produits de grande consommation en France, de par sa taille, 10e société d'Unilever dans le monde, de par sa taille. Donc une société importante pour Unilever et une société importante pour la France. Néanmoins, en étant la 4e société en France, on ne pèse que 1,6% du chiffre d'affaires de l'ensemble du marché, donc de nos clients. Et vous en avez sûrement eu un aperçu dans d'autres forums, quand en fait chacun de nos clients pèse assez lourd dans notre chiffre d'affaires, la plus grosse alliance pesant plus de 30% de notre chiffre d'affaires, et la plus petite environ 10%. Mais en fait, en gros, notre chiffre d'affaires est réparti sur 4 clients en France à 80%. Donc une forte concentration de nos clients, et même si on est une société de taille importante, nos clients sont les enseignes de grande distribution, puisque c'est par là que passe la majorité de notre commercialisation, plus certains circuits, notamment pour les crèmes glacées en restauration et parcs d'attractions et autres campings. Notre société a dû faire face, comme toute l'industrie et toutes les industries, à une vague d'inflation forte, puisque
Nous avons suivi à peu près 250 millions de coûts supplémentaires l'année de l'inflation, auxquels nous avons pris à notre charge 136 millions. Donc nous avons absorbé une forte partie de l'inflation pour garder l'attractivité de nos marques, l'attractivité du prix de nos marques auprès des consommateurs français, de garder la dynamique volume dans nos usines et puis bien sûr garder cet équilibre nécessaire pour le pouvoir d'achat des consommateurs en France. À date, donc 2 ans et demi après l'inflation, notre profitabilité est toujours loin de ce qu'elle pouvait être en période de pré-inflation. Nos prix sont montés à cette période. Encore une fois, nous avons couvert à peu près 45% de l'inflation. Nous avons pris via le prix, nous avons pris à notre charge 55%. Et nos prix à cette date sont remontés en termes de prix de cession à ce qu'ils étaient en 2013. C'est-à-dire que oui, l'impact a été fort pour les consommateurs, mais quand on regarde l'évolution de nos prix de cession à nos clients, on est revenu 10 ans en arrière, puisque la dynamique du marché français est une dynamique de baisse de prix qui bien sûr, impacte la rentabilité de nos entreprises, d'où la nécessité d'investir en permanence pour des mesures d'efficience notamment. Juste une petite précision, Monsieur le Président, si vous l'avez sous le coude, quand vous dites que votre profitabilité n'a pas retrouvé celle d'avant la crise inflationniste, elle était de combien? Elle est de combien aujourd'hui? Écoutez, Monsieur le Président, l'audience étant publique... vous préférez ne pas le divulguer. Vous pourrez nous l'envoyer par, oui, tout à par fait. contribution écrite, Oui, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci. Non, mais je le comprends. Pas de problème. En termes d'aide, donc les aides reçues, publiques reçues par la société Unilever France se montent au fil des années. Puis on verra qu'en 2023, il y a eu un pic. Mais elles se montent à peu près à 3 millions d'euros. Donc 0,15% de notre chiffre d'affaires qui est un peu plus de 2 milliards d'euros en France. En 2023, pour répondre à votre question, cette subvention, ces aides sont montées à 7 millions puisque nous avons bénéficié des mesures énergétiques, notamment électricité et gaz, aux entreprises consommatrices, ce qui nous a aussi permis, donc à hauteur de 4 millions, ce qui nous a aussi permis de limiter la répercussion de l'inflation auprès des consommateurs français dans les prix, même si nous en avons à nouveau pris une grande partie. Alors, donc vous avez 4 millions à peu près. Si on a besoin des chiffres plus précis, on aura les chiffres tout à fait précis avec Mme Johnson. Donc on y revient dans 2 minutes. C'est effectivement ce qu'on attend. D'accord. Une répartition de ces 3 ou 7 millions. D'accord. Je vais juste vous donner les grandes masses et voilà. puis on vient au poste par poste, bien entendu. Donc, dans les 3 millions, vous allez avoir la contribution énergétique TICFE. D'accord. Vous aurez du suramortissement les mesures suramortissement dites Macron. Vous aurez les mesures de réduction des cotisations sociales sur les bas salaires, dites Fillon. Un peu de crédit d'impôt mécénat et crédit d'impôt apprentissage, puisque nous avons environ 25 apprentis en permanence dans nos usines et aussi, même s'il n'y a pas d'aide sur ce cas-là, une cinquantaine d'alternants dans notre groupe. Donc je vais te laisser, Amélie, si tu veux donner les détails. Effectivement. En 2023, du coup, le principal des 7 millions était l'aide de 4 millions gaz-électricité à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergie, qui a été mis en place de manière ponctuelle à la suite de la hausse des tarifs de l'énergie. Donc pour 4 millions, on avait à l'intérieur du groupe environ 150 000 euros de primes CEE, certificat d'économie d'énergie, donc attribués du coup par les fournisseurs d'électricité en contrepartie des investissements faits par les entreprises pour réduire leur consommation d'énergie. On a eu aussi un petit peu moins de 900 000 euros d'économie de taxes intérieures sur la consommation finale d'électricité, TICFE,
Donc il y a un taux différencié qui s'applique pour les entreprises électro-intensives. Et donc on a bénéficié de ce taux réduit en tant qu'entreprise électro-intensive au niveau de nos usines. 50 000 € environ pareil, d'économie, mais cette fois de taxes intérieures sur la consommation de gaz naturel. On a eu un peu plus de 850 000 € au titre du suramortissement Macron, qui donc est un dispositif fiscal qui avait été instauré en 2015, qui permettait aux entreprises de bénéficier d'une déduction supplémentaire de 40% sur leur amortissement, 40% de la valeur d'origine des biens éligibles. Et on a eu environ 870 000 € au titre de la réduction d'impôt mécénat, donc la réduction d'impôt qu'on obtient en contrepartie des dons qu'on fait. On a eu un petit peu moins de 600 000 € au titre de la réduction Fillon, de la réduction sur les cotisations sociales pour les salariés dont la rémunération... Oui, 600 000 €, pardon, un petit peu moins, oui. Et on a eu 100 000 € sur les subventions d'apprentissage, donc au niveau de nos usines, pour les apprentis. Juste par curiosité, le oui. mécénat, il se porte sur quoi principalement de votre côté? Parce que chaque entreprise a différents domaines sur lesquels elle désire mettre de l'argent et faire du mécénat. Par simple curiosité, est-ce que c'est patrimonial? Est-ce que c'est... Non, la principale partie représente La principale partie représente des dons aux banques alimentaires, restaurants du cœur, des dons de produits. On a fait aussi un peu de mécénat. Donc, au moment de la crise Covid, on n'a pas fait de demande PGE, on n'a pas fait de demande de report de cotisation. Par contre, on a dans nos usines, même si on n'en fabrique pas de manière récurrente, on avait la capacité de produire des gels hydroalcooliques. Donc, on a fait des donations à hauteur d'une centaine de milliers d'euros sur la totalité, notamment sur les monuments historiques sur Paris. Voilà. Mais principalement dons aux associations de nos produits. Pas de chômage partiel pendant le Covid, vous n'avez pas touché à ce niveau-là? Non. D'accord. Et on n'a pas non plus, puisqu'on parle des aides, on ne fait pas appel au crédit impôt recherche. Par contre, j'imagine que sur vos investissements, vous allez chercher de la subvention. Puisque vous parlez de décarbonation. Oui, exactement. Donc, par exemple, l'an passé, on a fait, dans une de nos usines, on a fait un investissement pour récupérer les calories d'un groupe froid et chauffer directement l'eau, donc sans utiliser d'énergie. Et donc là, effectivement, on a obtenu un certificat, une prime au titre du certificat d'économie d'énergie. Oui, exactement, de la part du coup de notre fournisseur d'énergie dans cette usine. Mais pas de subvention directe liée à l'investissement lui-même. Ça a été un C2E qui vous a permis... Exactement, on a reçu que le C2E. Et c'est quel montant pour un investissement de combien? C'est à titre d'exemple, hein, C2E. L'investissement était autour de 1,3 million, 1,4 million de mémoire, et le C2E était à 1,1 million. Je vous en prie, vous pouvez continuer. D'ailleurs, sur le point de décarbonation, sur les 60 millions dont je vous parlais sur les 4 dernières années dans nos usines, on a à peu près 4-5 millions sur la décarbonation, ce qui nous a permis de baisser d'ores et déjà nos émissions de 23%. Sur les 60 millions, il y a 4 à 5 millions d'investissements pour la décarbonation. Oui. Et les 55 autres millions, c'est de l'investissement industriel. Oui, industriel. D'ailleurs, pour la décarbonation, comme vous l'indiquez ma collègue, ce sont des machines. Oui, bien sûr. Et sur le reste, c'est en très grande majorité des augmentations de capacité de production. Et sur ce domaine-là, vous avez bénéficié de subventions? Pas à ma connaissance. D'accord. Et sur les... je crois que j'ai noté 30 millions sur 2025, vous allez annoncer au Choose France. Il y a une partie de subvention attendue? Pas à ma connaissance non plus, mais je revérifie et je vous reconfirme. Merci, Monsieur le Président.
Par rapport à ces aides, les contributions d'Unilever aux finances de l'État, donc, puisque vous me parliez de l'année 2023, donc à peu près 7 millions d'aides et de subventions pour un montant, Amélie, d'impôts payés. En 2023 Oui. De... On va dire ça tout de suite. Total groupe, 70 millions d'impôts, tout impôts compris. Donc pour un montant de 70 millions d'impôts et à peu près 150 millions de taxes et TVA diverses collectées pour l'État. Les 70 millions font partie des 150 millions? Non. Ah non, c'est en sus. OK. Votre masse salariale, vu qu'on on est là, en France, hein, bien sûr. Oui, 1541 employés. Si vous voulez le montant total de la masse, il faudra que je vous le donne de manière... je vous le communiquerai. D'accord, merci. Okay. Non, mais ça permet toujours, je vous le dis dans le bon sens, hein, ouais. Ça permet toujours, quand on voit 600 000 euros d'exonération ou de réduction de cotisation sociale, ça permet toujours de relativiser. D'accord. Tout du moins de comparer. Mais de relativiser. Il me restait un dernier petit détail. On a le chiffre d'affaires mondial, mais pas le chiffre d'affaires France. 2 milliards. 2 milliards en France. D'accord, merci. Pour l'année 2023 à laquelle vous faisiez référence, on est à 2 milliards 168. Merci. Par rapport à votre question sur les principales différences entre la France et les autres pays, Unilever est assez peu demandeur de subventions, quel que soit le pays. Bien sûr, on peut bénéficier de mesures en place, mais proactivement assez peu, puisque notre volonté d'implantation et notre volonté d'investissement est principalement dictée par la réponse aux besoins des consommateurs et là où sont les consommateurs. Donc, quel que soit le pays, vous ne trouverez pas des fortes demandes de la part de notre groupe. Et donc difficile pour moi de commenter sur cette question. Vous nous avez demandé en 2023 les aides et les subventions, donc ma collègue vous a détaillé. En termes de sous-traitants, on a principalement de la sous-traitance donc en amont et en amont agricole sur la partie graines de moutarde qu'on utilise. Et d'ailleurs, vous avez tous sûrement en tête la crise de la graine de moutarde et le manque de moutarde sur les rayons il y a 2 ans. La revalorisation des cours des marchés mondiaux ont en fait permis de réintégrer à une certaine échelle la culture de la graine de moutarde en France. Et là où on avait un ratio d'approvisionnement de par les quantités disponibles de 20% en France et 80% au Canada, on est aujourd'hui à peu près à parité, à 50-50. Sur la zone Bourgogne, il y a beaucoup de fabricants de moutarde de beaucoup plus petite taille en général que nous, et on s'attache à ne pas commander toutes les quantités disponibles et à laisser de la matière disponible pour différentes entreprises. Sachez qu'on met à disposition, on a, sans rentrer dans le détail, la graine de moutarde étant une ressource naturelle, ses qualités changent d'une année sur l'autre. Et donc, comme c'est une émulsion, ça demande de faire des tests. Et on a une ligne pilote dans notre usine qu'on met à disposition de l'interprofession, de l'ensemble des fabricants de moutarde pour venir faire leurs essais. Donc voilà, producteur de graines de moutarde. On a aussi un accord avec le groupement Agrial pour toute la crème qui rentre dans nos crèmes glacées, notamment de la marque Carte d'Or en France. Sinon, en termes plutôt d'aval, nous avons des sous-traitants en termes de logistique, Forêt Mâché, Steph, puisque notre logistique est en fait sous-traitée, que ce soit la partie entrepôt ou la partie livraison.
et je ne saurais pas exactement vous répondre sur quel type d'aide ils font appel, mais si besoin, on pourrait se renseigner. En termes de suivi et évaluation, en interne, bien entendu, nous suivrons de près nous suivons de près la réception de ces aides et la mise en application de ces aides. C'est vrai qu'en externe, on a assez peu de demandes de reporting sur les aides, sur lequel on serait potentiellement ouvert, bien sûr, en espérant que cela soit simple et assez efficace, mais on n'a aucun problème pour reporter ces aides. En termes d'évaluation, écoutez, pour moi, je pense qu'elle est assez directe. Si on prend l'exemple de l'aide énergétique de 4 millions en 2023, qui nous a permis quand même de limiter la répercussion de l'inflation dans nos prix de vente à la distribution et de facto aux consommateurs. Je pense que là, il y a une vraie corrélation. Vous la trouverez de même sur quand les banques alimentaires ou des entreprises de ce type font appel à nous. Évidemment que le don de produits est encouragé et là aussi mesuré. Donc, en ce qui nous concerne, par l'ensemble des aides et subventions, non seulement on peut les monitorer, pardon, je cherche le mot, mais on peut les suivre de manière précise et leur évaluation est assez directe. On parlait de l'exemple de décarbonation, d'investissement. Là aussi, on mesure l'évolution de nos gaz à effet de serre et donc c'est facilement, on peut faire une évaluation assez rapide. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, sur l'aide à l'apprentissage, je vois que c'est 100 000 euros pour 25 apprentis. S'il n'y avait pas eu cette aide ou si elle avait été différente, ça vous aurait dissuadé de prendre des apprentis? Écoutez, vous dire que ça ne nous encourage pas, si ça nous encourage, est-ce que ça nous aurait dissuadé? Peut-être pas. Je pense que pour répondre à votre question, le véritable, et on n'en parle peut-être pas suffisamment en France, en tout cas dans nos usines, notre véritable enjeu pour les années à venir, c'est qu'on a pas loin de 50% de nos effectifs qui vont partir en retraite. Et donc l'apprentissage permet de vous assurer. Et aujourd'hui, on a quelque part, alors sans dire que les 25 tous les ans resteront chez vous, mais de former à votre entreprise, à la culture de l'entreprise, aux méthodes de l'entreprise, et des jeunes qui, une partie, resteront chez vous. Donc c'est aussi bénéfique pour vous que pour les apprentis qui trouvent en face une entreprise qui les prend. Et donc c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Après, pour rien vous cacher, plutôt qu'un manque de volonté, on a un manque de candidats. On a encore du mal. Et donc, il y a des projets, notamment en Haute-Marne, il y a des discussions pour créer des centres d'apprentissage, puisque ça nous permettrait d'avoir accès à plus de personnes pour entrer dans nos entreprises avant que ceux qui ont le savoir ne partent à la retraite, et ce qui nous permette de faire ce transfert. Sur votre question sur les conditions d'aide et les limites en termes de conditions, bien sûr, nous sommes totalement ouverts. Encore une fois, notre demande sera que le process reste simple et efficace, parce que derrière, chez nous, ça veut dire des gens employés à faire ces demandes et du coup, que le process reste simple, transparent, mesurable. On n'a aucun problème par rapport à ça. Et le deuxième point, ce serait que quand on met en place ce système, qu'il perdure dans le temps, c'est-à-dire qu'il soit stable dans le temps, ce qui nous permet, de mettre en place ce qu'il faut pour l'avenir, et deux, d'avoir si vous voulez, une stratégie vis-à-vis de ces aides qui soit inscrite dans le temps et qui nous permette vraiment de suivre un axe. Par exemple, votre axe sur l'apprentissage, si vraiment on a un schéma qui doit évoluer ou pas, il est bon de le savoir pour qu'on puisse vraiment s'inscrire dans le temps.
Voilà, j'espère que j'ai balayé à peu près l'ensemble des points que vous m'avez donnés, Monsieur le Président. S'il y a d'autres questions, bien sûr, à votre disposition. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Je donne maintenant la parole à notre rapporteur Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Merci pour vos propos introductifs, pour nous avoir donné un certain nombre de chiffres sur les aides publiques, sur le taux d'imposition. Je n'ai pas bien compris si les 70 millions, c'était que l'IS ou si ça recouvrait différents impôts. Peut-être que vous pourrez nous donner la précision. Moi, et je donne 2 derniers chiffres que vous avez oublié de donner. 4,4 milliards de dividendes pour le groupe mondial. Et 1,5 milliard de rachat d'actions rien que sur l'année dernière. Je trouve que quand on met les chiffres, il ne faut pas oublier de donner cela. Ça permet de relativiser d'autres chiffres aussi. Sur le crédit d'impôt recherche, vous n'en bénéficiez plus puisque s'il me semble que l'ensemble de la recherche et développement s'est arrêté en France, vous avez rapatrié toutes ces activités soit en Italie, soit aux Pays-Bas. Peut-être que vous pourrez me confirmer ou m'infirmer cette information. Et est-ce que, puisque des fois les gens m'interpellent ou nous interpellent sur le CICE, je rappelle qu'à chaque fois, l'administration, dont je remercie une nouvelle fois quand même le travail énorme qu'elle fournit, envoie un questionnaire pour préparer évidemment les auditions. Donc vous ne venez pas sans préparation. Est-ce que vous pouvez aussi nous redonner un montant moyen du CICE, je ne demande pas peut-être un montant précis, mais le montant moyen de 2013 à 2018. C'est mes premières questions. Pardon. Sur votre question sur les centres de recherche, les centres de recherche chez nous sont regroupés et ont été regroupés au fur et à mesure des années de manière à créer des pôles d'excellence. Alors vous trouverez des pôles d'excellence pour la partie alimentaire aux Pays-Bas, principalement sur les activités de mayonnaise. La moutarde est restée près de Dijon. Vous trouverez des pôles d'excellence sur l'entretien, hygiène, beauté en Angleterre. Et un petit peu en Italie aussi. Et vous trouverez sinon des pôles d'excellence dans chaque région du monde. D'accord. Donc il y a encore de la recherche et développement sur la moutarde ou pas du tout? Je n'ai pas bien compris. Oui, sur la moutarde, sur le site de Chevigny à Dijon. D'accord. Et donc pas de crédit d'impôt recherche sur l'activité moutarde? Non. Non. Pas à ma connaissance. Sur le montant moyen du CICE, on va poser la question et on va essayer de vous la donner dans la poursuite de nos échanges. Oui, si vous pouvez, parce que c'est... bon, autrement, je l'ai. Donc, je vais vous le donner. Pour 2014, c'était 2 961 000. Divisé en plusieurs entités. Unilever France, c'était 705 000, Amora Maille 380 000, UF, HPC 633, enfin bon, bref, bon, c'était 2 961 000. En 2015, 2 849 000. Et aujourd'hui, donc, vous nous dites que les exonérations de cotisations sociales sont tombées à 600 000 € à peu près. Donc le CICE, je rappelle, il était sur le montant de la masse salariale, puis il a été transformé en 2019 en exonération pérenne de cotisations salariales, même si les chiffres ne sont pas forcément... mais en tout cas, cela montre qu'il y a eu une chute du nombre d'emplois chez vous, et pas un peu, puisqu'il y en a eu beaucoup quand même sur les 15 dernières années, si je reprends. Bon, c'est d'abord la fermeture de l'usine de Dijon en 2008, qui était spécialisée dans la production de moutarde à Amora et Maille, même si une partie de la production a été transférée à Chevigny, c'est quand même 144 emplois à l'époque. L'usine de Lipton à Lille en 2010. Puis
la célèbre usine Fralib à Gémenos, qui s'est transformée après une lutte des salariés avec le T de 1336, le nombre de jours de grève qu'ils ont effectué. D'ailleurs, ils s'en sortent très bien. J'invite chacun qui nous écoute à boire ce thé. S'ils aiment le thé, c'est très bon. L'usine Alsa à Ludre en 2019, l'usine Nord à Dupinghem en 2021. Bref, c'est des fermetures de sites, à chaque fois de la suppression d'emplois. D'ailleurs, les chiffres, là aussi, montrent que, vous nous dites maintenant 1551 emplois, il y a encore quelques années, à l'époque où vous touchez du CICE, c'est pour ça que je vous dis le montant, qui était quand même assez significatif, autour de 3 millions d'euros, un peu moins de 3 millions d'euros pour être extrêmement précis dans les chiffres, et aujourd'hui, donc 600 000 euros d'exonération de cotisation. Et maintenant, 3 sites, vous les avez redits, donc le Meux, le dentifrice Signal et le shampoing Dove. D'ailleurs, on va revenir sur les 14 millions que vous annoncez pour justement d'investissement, parce que vous nous dites que c'est l'investissement, mais ça va se faire notamment pour robotiser un certain nombre de chaînes de production avec une volonté de supprimer 70 emplois. Donc je pense que ça aussi, ça mérite d'être soulevé. C'est pour ça que la question du président est extrêmement pertinente, de savoir si dans cet investissement, vous serez accompagné de France 2030, parce que nous, on est plutôt pour accompagner, vous l'aurez compris, les investissements d'avenir, y compris dans l'outil industriel. Mais évidemment, si en plus ça doit détruire de l'emploi, il y a quand même une question. Sur Saint-Dizier, c'est la production de crème glacée. Vous avez raison, Cardor, Mico et Cornetto. Mais là aussi, l'ensemble des salariés de leurs syndicats disent que la charge de travail baisse, qu'on faisait 85 millions de litres à l'époque, il y a encore 3 ans, on en est à 73, et que les plans de charge sont en train de fortement se réduire. Et sur Chevigny-Saint-Sauveur, ça c'est la production de produits alimentaires sous les marques Amora et Maille. Donc moi, ma question est, vous êtes un groupe qui est accompagné de façon publique, comme tous les groupes, mais dont le nombre d'emplois et le nombre d'usines ne cessent de diminuer. Donc ma question est, est-ce qu'Unilever, vous avez rapatrié quasi toute la production, enfin toute la recherche et développement hors de France, il reste 3 usines, au moins 2, sauf celle de Chevigny-Saint-Sauveur, voient ses plans de charge diminuer. Donc la question est, est-ce qu'Unilever, sur les années à venir, veut maintenir l'outil industriel en France et compte maintenir de l'emploi en France ou pas? Et enfin, il y a un plan de suppression de 7500 postes dans le monde, chez Unilever, 3200 en Europe. On ne connaît pas le nombre de réductions en France. Donc, est-ce que vous prévoyez, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année, alors j'espère pas, parce que le nombre de PDG qui sont passés ici, qui nous ont dit qu'ils maintenaient l'emploi, et dont la semaine d'après, on a appris qu'il y avait des plans de suppression, j'espère que ça ne serait pas votre cas, est-ce que vous allez annoncer des suppressions d'emplois dans les 3 dernières usines qui restent, ou dans les 2 usines que j'ai précitées, celles de Meux et de Saint-Didier, une fermeture ou pas de site? Je précise aussi que quand on vous demande s'il y a des subventions qui accompagnent nos investissements, c'est tout confondu. Ce n'est pas que des subventions d'État, ça peut être régional, ça peut être européen, ça peut être quelle qu'elle soit. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais essayer de répondre. Par rapport à votre point d'évolution de l'emploi, je pense qu'il faut différencier l'évolution du portefeuille d'activité des réductions d'emplois nets. Quand vous parlez de l'activité d'Alsace, c'est une activité qu'on a vendue et que l'acheteur a acheté l'usine. Et donc, ce qui s'est passé ensuite est en dehors du portefeuille d'Unilever. Pour ce qui est de... Bien sûr, parce que pour que tout le monde comprenne, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Alsa a été, vous l'avez vendue, oui. Puis elle a été revendue à nouveau en 2023 par un autre, donc évidemment, oui. C'est plus votre affaire. Et à chaque fois, ça s'accompagne de suppression d'emplois. Mais en premier lieu, vous aviez cette usine et vous avez fait le choix de la vendre. Alors après, quand il y a une revente 3 ans après, effectivement, c'est plus de votre compétence, mais la première vente, c'est la vôtre. Oui, bien sûr, la première vente est la nôtre. Mais
Par rapport à ce point, il y a une évolution de portefeuille. Le portefeuille d'activité d'une entreprise comme la nôtre se resserre sur ses vrais avantages. Et ces vrais avantages sont, dans la plupart des cas, dans la très très grande majorité des cas, ça veut dire qu'on est fort d'un point de vue mondial sur certaines activités. La marque Alsa, qui est une très très belle marque, ainsi que son site de production était purement franco-français. Et le groupe n'avait pas de volonté de se développer dans les desserts à préparer. Et donc cette activité a été vendue. On a aussi vendu, et c'est un de nos principaux fournisseurs, notre usine de Saint-Vulbas, produit d'entretien pour les lave-vaisselle, qu'on a vendu au groupe Persane. Et aujourd'hui, on continue à s'approvisionner de manière très large auprès de ce groupe. La collaboration est très bonne. Ensuite, sur le point de Saint-Dizier, vous avez parlé du plan de charge. On est bien conscient des évolutions de plan de charge. On a souffert ces 2 dernières années d'une météo très défavorable et tout le marché a baissé énormément. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'usine est à plein, elle tourne à plein. Nos volumes sont en très forte hausse parce que le début de saison est très très bon. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Et comme je vous le disais, nous avons 30 millions d'investissements sur nos sites en 2025 et Saint-Dizier sera concerné. Je ne peux pas vous en dire plus puisque les instances représentatives du site n'ont pas encore été informées et vous pouvez comprendre que ça doit commencer là. Ensuite, sur votre point de Chevigny, on a... Alors, je vais commencer par le point sur l'usine d'Uppigheim, près de Strasbourg, usine de soupe liquide, qu'on a effectivement fermée parce que cette usine était, de par l'évolution du marché, cette usine était largement sous-utilisée. On a fermé ce site et on a gardé la production auprès d'un prestataire, la société SIL en Bretagne. Donc, on a traversé de l'est de la France à l'ouest, mais cette production de soupe liquide est restée en France. Et aujourd'hui, on a vendu l'activité au groupe SIL, puisque la soupe liquide est encore une fois pas un axe de développement au niveau mondial pour le groupe Unilever. Enfin, sur le dernier point que vous avez indiqué, le plan de 7500 emplois au niveau mondial, 3200 en Europe. La France est concernée. Je cherche les mots parce qu'ils sont très importants par rapport au droit social. À part les éléments qui ont été communiqués aujourd'hui aux usines, j'avais fait référence à Compiègne, je vais y revenir dans une minute, il n'y a pas de suppression de postes concernés par ce plan dans les usines. Alors après, pour l'usine de Compiègne, se spécialise dans la production de dentifrice pour l'Europe. La partie shampoing part, mais en même temps, on rapatrie plus de volume de dentifrice qui était fait en Pologne à Compiègne. Donc le net pour Compiègne est une spécialisation et une augmentation de volume. Et oui, cette transformation, telle qu'elle a été présentée aux représentants du personnel sur le site, s'accompagne d'une automatisation progressive et d'un plan de départ qui est en train d'être discuté avec la volonté qu'il n'y ait pas de licenciement sec, puisque, comme je l'ai dit, on a aussi, y compris sur Compiègne, les challenges de départ à la retraite et de difficultés à recruter. Il y a aussi un autre point par rapport à la France et au point que vous souhaitez faire, c'est, je vous ai dit tout à l'heure que même si on est la 4e entreprise en termes de taille dans les produits de grande consommation, on ne représente que 1,6% du chiffre d'affaires de nos clients. Et que le plus gros de nos clients, qui est tous nos clients sauf un sont dans des alliances à l'achat. Le premier, la plus grosse, représente 32% de mon chiffre d'affaires. Je pèse 1,6%. Le deuxième, un peu plus de 20%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces enseignes, aujourd'hui, ces alliances,
sont négociées, sauf une, en dehors du droit français, puisqu'elles sont négociées à l'international, le plus souvent avec d'autres groupements étrangers. Les lois Egalim, Egalim 1, Egalim 2, Descrozaille, nous ont aidés à limiter cette érosion des prix de vente. Je parle des prix de vente à nos clients, pas des prix de vente aux consommateurs qui sont de la responsabilité de nos clients. Et encore une fois, quand on a parlé de 10-12% d'inflation en 2022-23, on est revenu au prix de vente de cession qu'on avait 10 ans plus tôt. Et depuis, la machine est repartie dans l'autre sens. Donc il y a une pression permanente sur les prix de cession, donc sur la rentabilité des entreprises, et donc sur la nécessité d'optimiser en permanence. Et ça, c'est une spécificité française, plutôt française, qui bien sûr crée une certaine pression sur nos activités, ce qui fait que on est fort là où on est fort, et en général, on vend là où on n'est pas fort, et on optimise en permanence nos activités, et notamment notre outil industriel. Pardon, juste puisque toujours sur le même sujet, je reviens sur l'usine d'Alsa, en Alsace, puisque vous avez dit que c'est un choix industriel de ne pas développer la gamme des desserts, préparation à dessert, mais je note que vous avez et vous mettez en avant une gamme Alsa de préparation de dessert, chez Unilever Food Solutions. Donc, ça veut dire quoi? Que cette usine est devenue un sous-traitant pour vous aujourd'hui? Parce que vous la commercialisez, j'ai vu que ça soit la crème brûlée, mousse chocolat, etc. Et vous le mettez très, très en avant, à la fois sur Egalim et à la fois sur agriculture bio. Donc, vous commercialisez toujours sous la marque Unilever, enfin sous la marque Alsa, des produits globalement Unilever. Alors, Monsieur le Président, la décision n'était pas une décision industrielle, c'était une décision de portefeuille d'activité. Et aujourd'hui, on a gardé cette partie, puisque notre division qui s'adresse principalement à la restauration, Food Solutions, apporte des solutions clés en main à ses clients. Aujourd'hui, on est très développé sur tout ce qui est partie assaisonnement, marque Knorr et ainsi de suite, sur les mayonnaises et les moutardes. Et les clients nous ont demandé, sur les glaces, et les clients nous ont demandé de garder aussi une solution de préparation pour dessert. Et effectivement, dans ce cadre-là, on a un accord de sous-traitance avec la société qui a racheté la marque Alsa, les activités Alsa et donc le site, et puis aujourd'hui la deuxième société. J'en reviens. Bon, je note que vous avez répondu à l'ensemble des fermetures, sauf celle des Fralib de Gémenos. Vous n'avez pas eu un mot, ce qui est assez compréhensible de la part d'Unilever, puisque à l'époque, vous avez dit qu'il fallait la fermer parce qu'il n'y avait plus de débouchés, et une scope ouvrière prouve qu'elle arrive à trouver un débouché. Donc, je comprends votre difficulté à pouvoir répondre à ça. J'en reviens parce que les exonérations de cotisations comme le CICE, c'est des aides pour maintenir l'emploi, des aides au bas salaire, ça c'est tout le débat, est-ce que c'est une trappe à bas salaire ou pas, mais c'est un débat qui nous agite et qui agite d'ailleurs, j'ai vu les ministres, etc. C'est à la base une aide à la compétitivité. Ouais, une aide à la compétitivité, une aide au maintien de l'emploi. Bon, c'est pas une aide à la rationalisation ni à la spécialisation. Et par exemple, j'en reviens sur celle de Meux, le fait que vous sépariez du shampoing. Alors, je sais, c'est aujourd'hui 13% du volume. Donc, vous allez dire, celle-là, cette activité s'en va, et on en fait revenir d'autres pour hyper spécialiser, en réalité, sur la question du dentifrice. Mais vous avez la même difficulté qu'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, pourquoi pas, il peut avoir une difficulté sur telle ou telle question, peut-être demain, évidemment, le dentifrice, et ça met en difficulté la pérennité de la boîte si elle est ultra spécialisée. Parce que lorsqu'une entreprise a plusieurs lignes de production et qu'elle produit
et qu'elle est divers, la baisse d'activité sur une question peut être compensée par d'autres. Quand on fait un choix du ultra spécialisé, c'est-à-dire qu'il faut une montée en charge et l'assurance d'un carnet de commandes plein sur 5 ans, ce qui n'est pas un choix. Donc c'est déjà un choix risqué d'hyper spécialisé. Voilà. La deuxième chose, je repose la question puisque vous n'avez pas répondu, donc le plan de 2030 que vous avez présenté aux salariés va conduire à la suppression de 70 emplois, donc de préserver 190 autres, donc 14 millions investis. Donc je redis, je pense que vous devriez nous dire plus clairement est-ce qu'il y aura des accompagnements, je reprends la question du président, aide directe ou indirecte, des collectivités, de l'État ou l'Union européenne, le plan France 2030, etc. etc. Et c'est vrai, vous n'allez pas le faire sous un PSE, comme vous avez eu déjà l'habitude de le faire, parce que les règles se sont un peu durcies. Et en fait, tout le monde voit bien qu'avoir une entreprise qui verse des dividendes conséquentes comme la vôtre, qui en plus est rentable même au niveau France, et vous ne voulez pas donner le chiffre, qui fait et pratique maintenant le rachat d'actions, c'est un peu compliqué d'aller devant la direction du ministère du Travail pour expliquer de faire un PSE, même de 70 salariés, et de prouver votre difficulté économique. Donc, vous êtes passé sur autre chose, c'est soit des plans de départ volontaires, soit des plans d'âge, des départs d'âge que vous allez faire probablement dans cette entreprise pour 70 salariés. Moi, je repose la question, est-ce que, du coup, les investissements que vous allez pratiquer, que vous allez faire, vont conduire à une réduction d'emplois? Donc ça, c'est dans ce site-là, comme dans les autres, même si j'entends que tous les CSE n'ont pas été convoqués, ce que, évidemment, mais est-ce que oui ou non, il y aura des suppressions d'emplois? C'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est quand on voit l'historique du groupe, on parlait à l'instant de l'usine, et d'ailleurs vous dites on les a toutes fermées pour des difficultés de débouché. Le réel, c'est que soit vous les transférez à des sous-traitants, donc on le sait, c'est sur les questions salariales que ça se joue en général, et vous continuez à racheter à vos sous-traitants la même marque. Donc de fait, il y a toujours un débouché pour cette marque, mais le prétexte a été pris pour les vendre, et à peu près l'ensemble des gammes, parce que la marque Knorr, dans les soupes, c'est quand même une soupe. Bon, sur les gâteaux préfabriqués, j'ai envie de dire, tous les parents savent que le dimanche, on fait des gâteaux préfabriqués avec ses enfants, ou je préfère faire des vrais gâteaux, pas préfabriqués, mais bon, peu importe. Donc en fait, vous conservez les marques, mais vous passez à la sous-traitance. Donc est-ce que Unilever compte rester en France et trouve qu'il y a un avenir industriel en France? Alors sur... En fin de compte, est-ce que... Répondez à la question du rapporteur, mais est-ce que le projet industriel d'Unilever s'oriente de plus en plus vers la sous-traitance, quoi, finalement? Oui, c'est ça, en France, par exemple. Oui. En France. Oui. Alors, écoutez, il y a plusieurs points dans les propos de monsieur le rapporteur. D'abord, la spécialisation d'une usine, c'est assurer son efficience. Maintenant, si on ne vend quasiment plus de shampoings nous-mêmes en France, donc les shampoings produits à Compiègne partent dans d'autres pays. Par contre, la marque Signal... Pardon de vous dire que du coup, ça va à l'inverse de la déclaration préalable que vous avez faite, parce que vous nous avez dit que vous étiez très fiers qu'une grande partie de la production française, au moins 50%, trouve son débouché en France. Et là, vous nous dites, de toute façon, le shampoing, on n'en vend plus en France. Donc je vais poursuivre. Et par contre, sur la partie dentifrice, vous n'êtes pas sans savoir que la marque Signal est présente depuis plus de 40 ans en France, qu'elle est présente dans une majorité de programmes d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire, dans laquelle on investit fortement. L'usine de Lemeux produit des dentifrices et produira des dentifrices pour l'ensemble de l'Europe, avec une très grande majorité de ces dentifrices qui sont destinés à la France. Cette spécialisation nous permet de continuer à investir sur cette activité dans un contexte d'environnement commercial qui met beaucoup de pression sur les prix de cession et donc sur les marges des entreprises.
Et donc, c'est dans un but d'efficacité et de pérennisation que nous avons annoncé, le projet que nous avons annoncé récemment à nos employés. Sur votre point, allons-nous vers de la sous-traitance. La sous-traitance a un enjeu qui est que vous transférez votre technologie. Donc, quand on a des activités sur lesquelles on parie pour le long terme et sur lesquelles on pense avoir un avantage concurrentiel sur le long terme et du coup qui font partie de notre portefeuille, il est bien évidemment hors de question d'aller donner nos technologies à des sous-traitants. Encore une fois, vous avez parlé de la marque Alsa pour les restaurants. Je vous ai répondu qu'on offre une situation clé en main à ces restaurants avec une option stratégique qui est la marque Knorr et tout ce qui est accompagnement, assaisonnement. Et puis, bien sûr, les crèmes glacées. La partie Alsa a été conservée sur demande de nos clients pour leur offrir une solution totale, sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'un restaurateur passe ses commandes après la fin du service, donc à 2 heures du matin, donc ils n'ont pas envie d'aller travailler avec 50 fournisseurs. Voilà. Donc, par rapport à votre point sur la sous-traitance, non, ça n'est pas une orientation stratégique d'Unilever en France. Alors, je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin, mais c'est normal, on est là pour ça. J'ai toujours pas compris, alors que vous mettez toujours en avant la marque Alsa, je prends le cas d'Alsa, hein, mais il y en a d'autres, pourquoi, si c'est pas vous me parlez d'un, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, mais pas un projet industriel, vous allez le reprendre le terme. J'ai toujours pas compris dans quelle optique, dans quel cadre rentre la vente de l'usine Alsa, puisque aujourd'hui, vous vous tournez toujours vers eux pour produire une gamme, parce que vous voulez apporter à vos clients la gamme la plus large, hein, ce qui peut se comprendre. Comme vous le dites, un restaurateur, il ne va pas passer 50 coups de téléphone après son service pour dire, bah là, il me faut un peu je caricature, mais un peu de flan, là, il me faut un peu de soupe, là, il me faut un peu de... Non, il appelle vos commerciaux, vos techniciens, il dit, voilà, passe la commande, et on n'en parle plus. Mais j'ai toujours pas compris quel est le concept de séparer des unités de production pour toujours derrière vendre les produits. Et je comprends dans la foulée la question de Fabien Gay. Je vais même aller plus loin. On a l'impression que, je vous le dis, mais avec beaucoup d'objectivité, hein, enfin, je suis quand même assez connu au Sénat pour être assez... Je suis président de la délégation aux entreprises, comportement et des explications plutôt assez libérales dans ma façon d'être. Je dis souvent socio-libéral, mais Fabien dit toujours enlève social. Non, mais plutôt libéral. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus vous avancez vers... finalement, vous ne serez plus dans les années qui viennent, si on continue comme ça, un industriel. Vous ne serez plus vous n'aurez plus d'unité de production, parce qu'on peut très bien garder ses secrets et ses savoir-faire technologiques sans pour autant être propriétaire de l'atelier de production, mais que vous serez un intermédiaire, si je peux m'exprimer ainsi, entre les clients et le producteur, et vous ferez l'intermédiaire entre les deux, avec, mais ce qui peut s'entendre. Mais il faut le dire, si à un moment c'est la volonté aujourd'hui donc voilà, parce que j'ai l'impression, au fur et à mesure que le temps passe, que la production n'est plus dans le cœur de votre activité, mais c'est surtout le côté commercial. Ce que je peux moi totalement entendre, mais il faut le dire. Et puis vous n'avez toujours pas répondu à la question, parce qu'on s'est limité aux aides d'État, mais j'ai pas eu la réponse, Fabien non plus, sur les aides régionales, européennes et autres. Alors, Monsieur le Président, par rapport à votre premier point, on n'a pas cédé un site industriel avec la marque Alsa, on a cédé une activité. Vous voyez, on a cédé une activité. Je vais finir. Si c'est là que j'ai peut-être pas la finesse, voilà. Mais j'ai pas saisi la nuance. Donc, voilà. L'activité de dessert à préparer est une activité purement franco-française dans un groupe présent dans 190 pays. Et à un moment, le groupe évalue et se dit cette activité
stratégiquement, ne gagnera pas au niveau mondial parce que les investissements, notamment de recherche-développement, seront plus limités que quand on a une activité, comme le dentifrice Signal dont on a parlé, qui va aller sur 50-60 pays. Vous voyez, le nombre de chercheurs va être fortement limité. Et donc, par rapport à ça, on vend une activité. Et on garde juste l'utilisation de la marque. On n'est pas propriétaire de la marque. On garde donc l'activité, la marque et le site industriel. On garde juste la possibilité d'utiliser un portefeuille de produits sous la marque Alsa dans un circuit de distribution bien spécifique. La marque Alsa, oui, mais à l'époque vous de sa vente, signez Unilever quand même. oui, bien sûr. Voilà. Donc, oui, parce qu'on a l'utilisation et on commercialise. Mais juste je peux l'entendre que c'est pas pertinent d'un point de vue mondial, que c'est pas un produit qui trouve preneur au niveau mondial. C'est quoi? C'est français ou européen? Français. C'est français. Franco-français. Pourquoi pas garder l'usine de production pour le marché français? Alors juste par rapport je suis pas du tout, je cherche pas du tout à vous mettre à défaut dans ma question. Non, mais je vais ne comprends pas de vous expliquer. Pourquoi vous gardez pas l'usine de production de desserts à préparer en sachant qu'il y a un marché français, plutôt que de dire on vend l'usine, mais on continue de vendre des produits et surtout on garde Unilever dessus. C'est ça que j'arrive pas à comprendre parce que le marché français, il reste intéressant quand même au niveau de la consommation alimentaire. Donc, est-ce que c'est un souci de rentabilité de l'usine et que c'est beaucoup plus rentable de signer une convention, enfin un contrat avec l'usine, avec le nouveau propriétaire de l'usine, de lui dire « Nous, on a besoin de tels produits pour les restaurateurs, à combien vous pouvez nous le faire ?» on parle business. À combien vous pouvez le faire? Quelle marge on peut prendre? Nous, on le revend derrière, on en fait la promotion, on fait tout derrière, etc. J'arrive pas à comprendre pourquoi avoir lâché l'outil de production, ne serait-ce que pour le marché français. Alors, juste par rapport à votre point, et pour y répondre, le chiffre d'affaires d'Alsa, si ma mémoire ne me fait pas défaut, une grosse centaine de millions à l'époque. La partie restauration qu'on a gardée, 3-4 millions. Donc la grande majorité de l'activité est une activité destinée directement au foyer via la distribution française. Le premier concurrent sur cette activité est la marque de distributeur, qui se vend 20 à 30% moins cher. Donc, pour continuer à développer des activités avec un certain niveau de premium, il nous faut investir fortement en recherche-développement pour créer des nouveaux produits, des nouvelles technologies, les investir dans notre usine. Donc il y a une vraie nécessité de financement. Aujourd'hui, une activité de cette taille sur un marché unique qui n'est pas mondial ne bénéficie pas de suffisamment de ressources pour en assurer la pérennité à très long terme. Et donc notre décision, c'est une décision du groupe de portefeuille d'activité, j'y reviens, a été de céder cette activité et de garder la commercialisation pour une petite partie, pour apporter une solution. Mais là, je comprends. Alors, je suis peut-être dur à comprendre. Enfin, non, mais pas de problème. Comme disaient certains, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais je comprends mieux. Vous avez souhaité garder juste une partie des produits et le reste, entre guillemets, pas péjoratif, mais le tout venant, tout ce qui peut se vendre dans les grandes surfaces, à consommation directe par les foyers, qu'on soit sur le sucre vanillé ou ces différentes choses-là. Si vous vouliez continuer dans ce domaine-là, il fallait faire énormément de R&D et qu'il n'y aurait pas eu la rentabilité au bout. Voilà. D'accord. C'est un choix, hein. Non, mais... Sachez juste, et j'aurais peut-être pu le mentionner dans mon propos préliminaire, la France, quand on compare la rentabilité de nos affaires en France par rapport à la moyenne mondiale, nous sommes largement en dessous. Voilà aussi ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous revenez 15 ans en arrière, on était au-dessus. Dû à quelle ligne financière le plus? Coût du travail Non, la première ligne, c'est le déséquilibre industrie-commerce en termes de concentration et le transfert de marge qui a lieu depuis une quinzaine d'années entre les activités industrielles et les activités de distribution. D'accord. Ce qui d'ailleurs a amené,
Et je ne peux que remercier ces initiatives, aux lois Egalim 1, Egalim 2, des Crozailles, qui nous permettent de continuer à opérer dans un contexte qui nous permet de sécuriser une partie de nos activités, de sécuriser au maximum l'emploi, de sécuriser les filières agricoles et alimentaires. On avait encore une discussion au sein de l'ANIA récemment avec Laurent Saint-Martin pour expliquer pourquoi la France est passée de la position de numéro 1 d'exportateur alimentaire à, je crois, 3 ou 4 aujourd'hui. Voilà, il se passe des choses. J'ai une dernière question. Bon, c'est assez intéressant sur Alsa, parce que bon, c'est un choix de rentabilité financière que vous faites. Vous dites en même temps qu'il faut conserver la marque pour livrer vos clients, mais le fait de le transférer à un sous-traitant fait que ce sous-traitant, lui, s'il n'investit pas non plus, l'unité de production va tomber, et donc vous allez vous retrouver dans une difficulté, c'est que les clients qui attendent le produit ne l'auront plus. Vous voyez, donc c'est toujours à double tranchant, d'autant plus qu'il reste un débouché. Donc soit il y avait une question, on garde l'unité de production, on investit, même si la rentabilité est moindre, et on continue à nous servir nos clients, parce qu'il y a un marché, mais donc vous pensez que le marché va s'éteindre, parce que de toute façon, je ne vois pas comment un sous-traitant investirait plus qu'en réalité un géant mondial comme vous, avec les marges qu'il fait. La deuxième question, enfin ma première, sur la rentabilité, c'est complexe de pouvoir juger, puisque vous ne voulez pas le donner. Donc, d'ailleurs, je vous pose la question, êtes-vous d'accord ou non sur la transparence des aides publiques? Vous avez joué un jeu de transparence, donc c'est... voilà. Ma deuxième question, vous n'y avez pas répondu, parce que donc on n'est pas dans une audition d'une commission, on est dans une audition de commission d'enquête. Donc je repose la question, les 14 millions investis, est-ce que oui ou non il y aura de l'argent public à différents niveaux, parce que je pense qu'il faut que la représentation nationale sache que si on investit notamment dans une nouvelle ligne d'unité de production, ça va se faire sur les questions sociales, puisque 70 emplois supprimés. Enfin, vous avez répondu tout à l'heure que sur le plan de licenciement mondial, les unités de production ne seraient pas touchées, mais est-ce que oui ou non, d'autres salariés, dont un plan de siège ou dans les fonctions de support, seront impactés, et si oui, à quelle hauteur? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, pour répondre à vos questions, sur la partie Alsa, juste encore une fois, pour bien préciser, nous n'avons pas conservé la marque. Nous avons vendu l'activité, nous avons vendu la marque, et nous avons juste conservé une possibilité de commercialiser des produits dans un circuit de distribution bien spécifique sous cette marque. Le deuxième point, c'est que nous ne l'avons pas vendu à n'importe quel sous-traitant, puisque nous l'avons vendu au leader des desserts à préparer en Europe, qui est une société allemande. Sur Compiègne, vous me posez la question d'accompagnement régional ou autre. Je vous propose de revenir vers vous et de vérifier cette information. Et sur le dernier point, le plan de productivity, nous avons, donc hors site, nous avons 97 personnes impactées que nous sommes en train de réduire, puisque nous avons aujourd'hui un peu plus de 40 volontaires. Et j'ai bon espoir que le nombre de personnes impactées non volontaires sera en dessous de 40 personnes en France. J'espère que ça répond à vos questions. Ça répond mieux à mes questions. Je vous remercie. Merci. Une question de Evelyne, une ou deux questions? Non, une. Ou plusieurs, d'Evelyne Renaud-Garabédian. Monsieur le Président, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas en tant que président d'Unilever, mais en tant que père d'homme qui a exercé pendant des années dans des activités qui assurent les fonctions et les missions, ou de dirigeants, ou de présidents de grandes entreprises. Dans toutes les auditions que nous avons menées depuis aujourd'hui, depuis le premier jour de la commission d'enquête qui a été organisée, nous constatons que les aides publiques sont un levier indispensable pour permettre à nos grandes entreprises françaises d'être compétitives. Pour vous,
pour rester compétitif, même si vous ne faites pas appel à des sommes très très importantes d'aide publique par rapport à d'autres chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité que nous avons rencontrés, pour vous permettre de rester compétitif et accroître notre position dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Le régime actuel des aides publiques est-il pour vous encore adapté? Et comment pourrait-il être amélioré afin de répondre à la nouvelle donne du commerce international avec les barrières douanières, les guerres commerciales, la préférence nationale ou le protectionnisme? Merci de vos réponses. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice. Écoutez, en termes de nos activités, je dirais que la concurrence est bien évidemment mondiale, mais stricto sensu, et notamment par rapport aux questions industrielles qu'on a évoquées, la concurrence est européenne. Nos produits ont une certaine valeur ajoutée, mais pas suffisante pour traverser la planète. Et donc la très très grande majorité, peut-être 1 ou 2% ne sont pas fabriqués en Europe, mais la très très grande majorité est fabriquée en Europe et dans des pays, en règle générale, juste autour de nous. Et donc, par rapport à ça, on parle d'attractivité de la France par rapport à d'autres pays européens. Le deuxième point, comme vous l'avez mentionné, notre recours aux aides est limité. Et je dirais que l'aide en termes énergétiques, sur le pic d'énergie, nous a permis d'assurer la compétitivité de nos sites tout en protégeant, au maximum de nos possibilités, le pouvoir d'achat des Français, sachant encore une fois, on a absorbé à notre coût 55% de l'inflation et notre profitabilité en a souffert. Sur le reste des aides, et donc on parle d'environ 3 millions d'euros par an sur un chiffre d'affaires de 2,1 milliards. Je ne pense pas que ces aides, pour un groupe comme le nôtre, soient absolument décisives par rapport à notre compétitivité. Ce qui est décisif par rapport à notre compétitivité, c'est de s'assurer que le coût de l'emploi reste compétitif et que l'environnement d'opération reste prédictible, c'est-à-dire que ce soit les mesures législatives, les mesures d'ordre fiscal nous permettent de voir à 5 ou 10 ans, parce que nos investissements, même si vous pouvez entendre des chiffres beaucoup plus importants sur d'autres secteurs, nos investissements sont sur le long terme. Et quand on investit 14 millions dans une usine, c'est du long terme. C'est un commitment, c'est un engagement fort, sur l'activité dentaire pour le groupe en France et en Europe. Et le dernier point, ce qui reste clé par rapport à, dans notre secteur d'activité, la compétitivité de la France, c'est l'encadrement de notre secteur d'activité, notamment en termes de relations industrielles et distribution, pour protéger la valeur ajoutée et éviter sa destruction via une baisse de prix permanente qui malheureusement n'emmène nulle part. Moi, c'est bon. Voilà, merci Monsieur le Président. Juste, je me rends compte qu'il y a une question de Monsieur le rapporteur auquel je n'ai pas répondu et je viens d'avoir la confirmation. J'avais un léger doute. Non, sur les 14 millions, il n'y a pas d'accompagnement régional. Et sur les 30 millions pour 2025 ? Sur les 30 millions, je vous ferai passer l'information. Tu as l'information, Amélie ? L'information qu'on a, c'est qu'il y aura... Pardon, je m'entends. Voilà, parce que excusez-moi. sinon ça passe pas. Il y aura probablement un certificat d'économie d'énergie pour un investissement de décarbonation, mais pour l'instant, pas d'autres aides demandées connues à date. D'accord. Pourquoi sur la décarbonation, vous n'allez pas sur France 2030 ? Vous allez le noter, vous allez... vous donner une bonne idée. Non, mais
c'est vraiment fléché, en plus, très, très fort décarbonation. Donc je me dis, hein, est-ce que c'est cumulable avec ces 2 E? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Et au niveau régional, rien. Pas à notre connaissance. D'accord. Bien, je vois pas d'autres demandes d'intervention. Il n'y a pas de dernière question du côté du rapporteur? Bon, très bien. Bon, monsieur le Président, Madame la Directrice, je vous remercie. Et puis, bien entendu, on attend la réponse aux différentes questions qu'on vous a posées et dont on comprend parfaitement que vous ne vouliez pas les donner par oral. Mais faites-nous les passer par contribution écrite, que nous puissions, que ça puisse alimenter nos réflexions dans le cadre du rapport. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.